Enfer amazonien, football, samba, les clichés ont la vie dure et ceux qui collent à la peau du Brésil n'échappent pas à la règle. L'identité du plus grand pays d'Amérique latine est infiniment plus complexe, à commencer par l'histoire de sa découverte. Dans les années qui suivent le voyage historique de Christophe Colomb, Espagnols et Portugais, avec la bénédiction du pape, se partagent le monde au traité de Tordesillas. L'Ouest, autrement dit l'Amérique, est attribué aux Espagnols. L'Est, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, aux Portugais. Mais le roi du Portugal insiste pour que la ligne de partage soit déplacée d'environ 650 km vers l'ouest. En 1500, 6 ans seulement après la signature du traité, Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil. Sans en avoir la preuve, les historiens s'accordent à dire que la découverte a sans doute eu lieu quelques années auparavant, mais qu'elle est restée secrète le temps de la négociation. Hésitant au début, la colonisation s'organise. Sur tout le littoral atlantique, des villes émergent peu à peu de la végétation tropicale. Au fil des siècles, elles se développent et se transforment. Certaines d'entre elles, comme Rio ou São Paulo, sont aujourd'hui devenues des mégalopoles gigantesques, des phares de la modernité vers lesquels convergent des hommes et des femmes de tout le pays. Pour raconter l'histoire de ce Brésil atlantique, nous allons naviguer le long du littoral, faisant escale dans quelques-unes des plus belles villes du pays, Paraty, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia et Recife. Cette forêt d'immeubles qui s'étend à l'infini, c'est São Paulo. Le pau-brasil, l'arbre qui allait donner son nom au pays, couvrait sans doute cette plaine quand les jésuites décident d'y fonder une ville. C'était il y a près de 5 siècles. Aujourd'hui, 20 millions d'habitants, plus grande ville d'Amérique du Sud, poumon économique du pays, São Paulo n'en finit pas de cultiver les superlatifs. Oasis tropicale enclavée au milieu du béton, la vallée do Anhangabão fait de la résistance. Alors qu'elle abritait des plantations de théiers, dans les années 1930, elle faillit disparaître sous les assauts des promoteurs immobiliers. Dans une ville tentaculaire où la voiture règne en maître, c'est l'un des endroits de promenade préférés des vrais paullistas. São Paulo est sans doute la plus brésilienne des villes du Brésil, parce qu'elle concentre en elle toutes les villes et toutes les différentes régions du Brésil. Les premiers vrais Brésiliens, ce sont les caboclos. Ils n'ont pas une, mais plusieurs origines, puisque les caboclos sont le fruit du métissage des Indiens avec les Africains et les Européens. Pour cette raison, on peut dire que les caboclos sont les vrais Brésiliens. Au fil des siècles, la population a augmenté. Le pays s'est structuré. On a commencé à recenser la population et à établir des registres d'état civil. C'est ainsi que sont nés les noms de famille comme Santos, pour désigner les habitants vivant au bord de la mer, sur le littoral. Ou Silva, pour ceux de l'intérieur des terres, autrement dit, les habitants vivant dans la forêt. À la fin du 19e siècle, grâce au café, la modeste ville de province va connaître un développement prodigieux. L'arrivée de centaines de milliers d'émigrants, nord-estins, italiens, afro-américains ou asiatiques, donnent à la ville ce caractère cosmopolite qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. En 1900, la ville récolte les 2/3 du café brésilien. L'argent coule à flot, les banques élèvent des gratte-ciel. São Paulo connaît son âge d'or.
Après leur récolte, les cerises de café décortiquées, séchées, triées sont transportées jusqu'au port de Santos, à une 60aine de kilomètres de São Paulo. Mais avant d'être chargées à bord des cargos à destination de l'Europe ou des États-Unis, la récolte doit passer un ultime contrôle à la bourse du café de Santos. À l'époque de la construction de cet édifice, le café est à son apogée au Brésil. Cela correspond à la fin du 19e et aux premières décennies du 20e siècle. La fin de cet âge d'or s'arrête avec la crise de 1929 et le krach boursier de New York. Durant toute cette époque, les planteurs de café viennent à Santos pour négocier et vendre leur production. Des échantillons étaient examinés par des spécialistes, des courtiers, des négociateurs officiels accrédités par le gouvernement. Toute cette activité se déroulait dans l'enceinte de la bourse, qui était alors le grand marché officiel du café. La grande époque est finie. Santos ne vit plus au rythme des fêtes données par les barons du café. L'ombre de São Paulo plane sur la ville qui est désormais condamnée à se développer pour satisfaire l'appétit d'ogre de son gigantesque voisin. Durant la nuit, nous avons mis le cap au nord. Ciel bleu, mer calme. Cette première journée de navigation le long du littoral brésilien s'annonce sans problème. À la passerelle, les jeunes officiers tracent la route en direction de Paraty, la première escale. Le commandant a souvent navigué dans la région. Il connaît les difficultés qui l'attendent dans chacun des ports d'escale de cette croisière. On peut aller à quai dans les grosses mégapoles comme Santos ou Rio. On peut trouver des tout petits coins et des tout petits mouillages avec très peu d'eau sous la quille. On a des possibilités de transfert avec des navettes, avec des zodiacs, à compter que les autorités nous autorisent pour les utiliser. Mais si on veut aller là où les autres ne vont pas, il faut avoir l'outil pour ça. Et on a des beaux outils. L'intérêt, c'est de s'écarter des sentiers maritimes trop courus. L'intérêt, c'est de pouvoir toucher l'authenticité, c'est de pouvoir aller dans l'intimité. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller là où c'est très beau et là où on peut aller à la rencontre des autres. Le commandant a décidé de jeter l'ancre au milieu de la baie. C'est donc avec l'annexe que nous allons rejoindre le village de Paraty, l'une des perles de la Costa Verde. Le destin de ce petit village de pêcheurs bascule au XVIIIe siècle quand on découvre des mines d'or dans l'état voisin du Minas Gerais. Les caravelles jettent l'ancre à Paraty pour y charger la précieuse marchandise qu'elles transportent ensuite jusqu'à Rio de Janeiro, situé à 250 km. Avec le cycle de l'or, puis du sucre et enfin du café, la ville s'enrichit et s'embellit. C'est l'ouverture de la ligne de chemin de fer entre Rio et São Paulo qui mettra un terme à cette prospérité. La ville sombre alors dans l'oubli et l'indifférence. Un abandon quasi miraculeux. Il va permettre la préservation de l'essentiel des bâtiments civils et religieux construits au XVIIe et XVIIIe siècle
offrant à Paraty le plus bel ensemble d'architecture coloniale du Brésil. Nous quittons Paraty à bord d'une embarcation locale pour rendre visite à une communauté Caiçara installée dans cette région de la Costa Verde. Lointains descendants des Indiens Guarani, métissés avec des esclaves africains, des Portugais et d'autres tribus indigènes, les Caiçara, peuple de pêcheurs, défendent un mode de vie harmonieux entre l'homme et la nature. Ce sont des coquillages, des palourdes. On les mange avec du riz, en vinaigrette ou avec des spaghettis, c'est très bon. Avant, je travaillais dans le bâtiment à Paraty. On vient pêcher ici, il faut bien manger. La proximité de Paraty, l'une des destinations touristiques les plus fréquentées du Brésil, a obligé les Caiçara à adapter leur mode de vie. Ils continuent à pratiquer la pêche, mais sont désormais impliqués dans l'écotourisme. Ils accueillent des visiteurs, parlent de leur culture et de leurs traditions, et évoquent avec eux les questions liées à la préservation de leur environnement. C'est ainsi que Valdir partage son temps entre la pêche, l'accueil de voyageurs dans une chambre d'hôte sommaire et l'artisanat. On fait ça de père en fils. J'ai appris à travailler le bois de caïceta avec mes oncles et mes grands-parents. Ça fait déjà 50 ans. Ce sont mes oncles qui habitaient près d'ici qui ont commencé. Et puis de génération en génération, nos fils et petits-fils ont perfectionné la technique. Voilà, ça fait donc 50 ans que je travaille le bois. Pour faire un canoë Caiçara comme celui-là, on utilise le bois d'un tronc d'arbre. On fabrique des grands canoës, mais aussi des petits comme celui-ci. Ça, c'est un vrai canoë Caiçara. C'est celui qui se vend le mieux ici. C'est pour cette raison que la plupart des pêcheurs de la région fabriquent des bateaux en bois. À notre retour, Paraty a changé de visage. Construite en pente afin de permettre l'écoulement de l'eau de pluie, les rues proches du port sont en retour envahies par la mer à chaque marée haute et plus particulièrement lors des grandes marées de pleine lune comme aujourd'hui. Rues pavées, façades colorées, décorations géométriques. Cet ensemble harmonieux aurait été conçu par les francs-maçons arrivés au Brésil au XVIIIe siècle. La ville a été construite en partie par des francs-maçons. Comme ils étaient persécutés par l'Église, ils avaient trouvé une façon de laisser leur marque dans la pierre, de sorte que tout nouveau franc-maçon arrivant à Paraty sache qu'un frère habitait la maison. Dans l'architecture, de nombreux signes témoignent de leur présence à Paraty. Chaque coin de rue est signalé par de petites colonnes en pierre. 1, 2, 3 piliers. Mais dans le dernier angle, il n'y en a pas, de sorte qu'en joignant les colonnes entre elles, vous dessinez un triangle. Le triangle, l'un des symboles de la franc-maçonnerie. À l'instant du départ, symbole de perfection, la pleine lune s'élève avec élégance dans le ciel de Paraty. Serait-ce là un ultime clin d'œil géométrique des bâtisseurs ?
Au bout de la nuit, le petit matin nous ouvre le chemin vers Rio de Janeiro. Comme chaque matin depuis l'aube des temps, le soleil éclaire de ses rayons la géologie bouleversante de la baie de Guanabara. Coincé entre la montagne et l'océan Atlantique, Rio de Janeiro ondule sa silhouette, offre ses courbes, Ipanema, Copacabana, aux caresses des vagues. Elle dresse ses rochers et son pain de sucre au contour plus suave qu'une bossa nova. Nous découvrons enfin le Christ Rédempteur, les bras ouverts en signe de bienvenue, au sommet du Corcovado. C'est au milieu du XVIe siècle que débute véritablement la colonisation de la baie de Guanabara. De l'épaisse végétation qui recouvre alors ses rivages, il ne reste rien en dehors du parc national de Tijuca, qui est la plus grande forêt urbaine du monde. Gustavo est guide. Il adore sa ville, mais l'endroit qu'il préfère entre tous, c'est la forêt de Tijuca. La forêt atlantique, dont la forêt de Tijuca est un exemple, couvrait autrefois toute la côte brésilienne, du sud de Bahia jusqu'au Paraná ou Santa Catarina. 90% de cette forêt atlantique a été rasée dès le début de la colonisation et dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, elle est mieux protégée. On a créé plusieurs parcs pour protéger ce qui reste de cette forêt atlantique. Pour moi, la forêt Atlantica est bien plus importante que le patrimoine historique, que les bâtiments, les églises. Elle était ici bien avant l'arrivée des Européens. Mais la plus grande beauté de Rio, ce sont les plages, la forêt et ces montagnes que l'on voit un peu partout. Je crois vraiment que c'est la nature qui fait de Rio une ville si singulière. Oui, Rio est vraiment une ville singulière. Il suffit de se rendre sur la plage d'Ipanema pour oublier que l'on est au cœur d'une ville de 7 millions d'habitants. Les filles font du hula-hop, sentent bon la crème solaire, les marchands ambulants vendent de tout et de rien. Une véritable ambiance de station balnéaire. C'est du citron mixé avec son écorce. Tu mets de l'eau minérale plate ou gazeuse, tu rajoutes du sucre et c'est bon. Je rajoute la glace et c'est parti. Que l'on prenne de la hauteur ou que l'on se promène dans les quartiers populaires, il règne à Rio une étonnante joie de vivre. À partir de 1763, en devenant la capitale du Brésil, Rio prend son essor véritable. Elle se transforme en permanence.
épousant dans un premier temps les modes architecturales venus d'Europe, avant d'inventer les siennes au cours du XXe siècle. Le pays a donné naissance à de grands architectes comme Oscar Niemeyer, et la ville possède un grand nombre d'édifices très modernes, mais l'expression architecturale la plus singulière et la plus étonnante demeure celle des favelas se lançant à l'assaut des montagnes. Environ 25 000 personnes vivent dans la favela d'Ividigal. Pour y circuler, il n'y a que deux façons, à pied ou en mototaxi. Pour monter, c'est 2,5 réals. La rue est très étroite et il y a beaucoup de trafic. Alors avec la moto, on va beaucoup plus vite. Et on s'en sort mieux même avec le trafic. Quand des touristes nous demandent de les emmener là-haut pour le panorama, bien sûr on demande un peu plus. Pas de permis de construire dans la favela. Si tu es encore là au bout de 5 ans, alors tu peux y rester toute ta vie. Cette règle pousse de nombreux cariocas à venir s'y installer. C'est très simple. Il suffit de marcher dans la rue et de regarder sur ta gauche. La vue est belle, merveilleuse. Et voilà, c'est tout. C'est passionnant. Il y a 30 ans, avant de connaître le Vidigal, j'habitais à Copacabana, mais je suis tombé méga amoureux de cet endroit. Comme moi et comme toi, d'autres gens sont venus et sont tombés amoureux. Ici, tout est beau. Jorge a longtemps travaillé à l'étranger. Quand il décide de rentrer au pays, c'est dans cette favela qu'il fait construire sa maison entièrement avec des matériaux de récupération. Sympa. Et en plus, quelle vue! Tout d'abord, ce qui m'a intéressé ici, c'est la vue, époustouflante. Ensuite, il y a le calme de l'endroit, et puis les gens qui habitent ici. Tout ce qui est en lien avec la favela m'intéresse depuis longtemps. C'était donc pour moi le lieu idéal où habiter. Je crois que partout dans le monde, les favelas se ressemblent. Ce sont des endroits où se rassemblent des gens qui n'ont pas accès à l'argent et au confort moderne. Beaucoup ne sont jamais sortis de la favela et ne connaissent pas la ville. Ils sont nés ici, travaillent ici, vivent ici et meurent ici, sans descendre en ville. Mais la plupart des gens qui habitent la favela travaillent à l'extérieur pour gagner leur vie. Les Brésiliens ont une joie de vivre naturelle. Je pense qu'ils la possèdent en arrivant au monde. On dort en pensant que le lendemain sera encore meilleur. Alors cet espoir, cette envie de vivre, font que les gens réussissent à s'intégrer et réussissent à cohabiter même avec les habitants des autres classes sociales. Pour quelques minutes encore, les derniers rayons du soleil couchant inondent la plage d'Ipanema. À l'instant où la nuit aura déposé son voile sur la baie de Rio, loin de s'endormir, la ville va allumer un peu partout les feux de la samba pour des cérémonies païennes dont elle seule a le secret. Près du port, au fond d'une rue, dans un endroit connu comme la Pedra do Sal, la pierre de sel, c'est le bouche à oreille qui a attiré les participants à cette Roda de Samba. Entourant les musiciens, ils forment une roue pour chanter avec eux. Pour nous, la richesse de cette Roda de Samba, c'est parce qu'on l'a fait de façon traditionnelle, ici à Rio.
où il y a de moins en moins d'espaces qui lui sont dédiés. On fait la roda sans micro pour privilégier le chant collectif. Aujourd'hui, on perpétue une histoire de plus de 200 ans. À chaque fois qu'on joue, qu'on bavarde, ou qu'on fait une activité liée à la roda des samba, on met en valeur l'importance de l'ancestralité et de l'histoire de ce lieu. De nouveau à bord, nous reprenons le cours de notre voyage. Le rythme de la samba nous accompagne encore quelques instants avant de s'évanouir dans la nuit carioca. Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Oh, mais on ne vous reconnaissez pas. Bravo! Bravo! Madame, messieurs, bonsoir. Le jardin, comme vous allez Après 2 jours de navigation depuis notre départ de Rio, nous arrivons bientôt en vue de Salvador de Bahia. C'est le navigateur italien Amerigo Vespucci qui baptise San Salvador de tous les saints, la baie qu'il découvre le 1er novembre 1501, fête de la Toussaint. Première capitale de la colonie portugaise, Salvador a été le grand centre de l'esclavage au Brésil. Une activité qui lui vaut d'être considérée aujourd'hui encore comme la plus africaine des villes du pays. Non loin du quai où l'Austral s'est amarré, le marché de San Joaquim est déjà en pleine effervescence. C'est, dit-on, l'un des plus grands d'Amérique du Sud pour les fruits et légumes. Que Dieu, qui est présent parmi nous, nous bénisse et nous donne la paix où que nous soyons. Il est notre bon berger. Rien ne nous manquera. Tu veux que je continue? Quer mais? Só dá lugar. Quer mais? Pode pedir? Jesus tem bênção para mim e para ti. Cela fait plus de 20 ans que Damiano se promène ainsi dans les allées du marché, en prenant à témoin Dieu, le Christ et tous les saints, même ceux du candomblé, pour vanter, moyennant quelques petites pièces, les mérites de tel ou tel marchand. Un héritage des croyances et des superstitions africaines, sans doute, mais également de l'époque où le port et le marché San Joaquim formaient le véritable poumon économique de la ville.
À Bahia, le port était autrefois un endroit incroyable. C'était l'endroit idéal pour décharger des marchandises, pour les vendre ou pour les acheter. Il y avait un va-et-vient permanent de voiliers, les saveros. Les saveros transportaient de tout, de la farine, des porcs, des potirons, toutes les choses que l'on trouve ici. Des bananes, de la mélasse, de la céramique, du kérosène, du sucre, du riz, des haricots, des salaisons. Tu comprends, les bateaux arrivaient au port chargés de certaines marchandises et en repartaient avec un tas d'autres. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, tout vient par avion. Dans les allées du marché, on trouve de tout. Des statuettes représentant les saints catholiques aussi bien que les orishas du candomblé. Les Bahianais sont nombreux à pratiquer les deux religions avec la même dévotion. On peut également acheter des plantes médicinales pour se soigner, comme le faisaient autrefois les Indiens. Ça vient de l'intérieur, du nord, du nord-est, mais aussi du Sertão de Bahia. De l'intérieur, ça vient de Manaus en Amazonie. Avec ce qui est naturel, on se sent mieux. Même notre nourriture, quand elle est naturelle, nous donne de la vie. Quand ça contient des produits chimiques, de la nourriture avec du bicarbonate, ça ne fait que nuire à notre organisme. Si les Indiens vivent des années et des années, c'est parce qu'ils vivent naturellement, ils n'utilisent pas de chimie. C'est pour ça qu'ils sont plus résistants que nous. Quittant San Joaquim et le bord de mer, nous remontons lentement vers le quartier historique du Pelourinho, autrement dit le pilori. C'est là qu'autrefois les esclaves étaient suppliciés en public. Depuis son classement au patrimoine culturel de l'UNESCO, le Pelourinho n'en finit pas de faire peau neuve. Avec ses maisons aux façades multicolores et ses nombreuses églises, le quartier concentre toute l'activité touristique de la ville. C'est là, dans une ancienne maison coloniale, que le célèbre ballet folklorique de Bahia répète son nouveau spectacle. Tous les rythmes, toutes les chansons que l'on présente dans notre spectacle sont typiquement bahianaises, d'origine africaine, quelques-unes d'origine portugaise, une ou deux d'origine indigène, mais toutes les musiques qu'on présente dans notre spectacle reflètent une grande influence de l'Afrique. On réussit à allier la tradition et le contemporain sans perdre nos racines. Nous métissons les influences, mais la base de notre travail chorégraphique ou musical consiste à se rapprocher le plus possible de nos racines. Ce que nous voulons, c'est donner à notre travail le maximum d'authenticité. Au fil des siècles, le métissage culturel et religieux a donné à la ville son identité. Un argument commercial pour les marchands de souvenirs, un monde à explorer pour les créateurs.
C'est une expression de l'âme, de l'esprit. C'est une peinture de l'éther, une peinture fluide, sans moule, sans concept, pas cartésienne. C'est une peinture qui vit, parce que Salvador est un métissage. La culture s'est mélangée. Il y a le blanc, le noir, l'indien, et puis la ville est au bord de la mer où l'on respire, tu comprends? Salvador est une ville qui inspire et transpire l'art 24 heures sur 24. Nous quittons le Pelourinho pour rejoindre le bord de mer. Nous avons rendez-vous avec Expedito, l'un des derniers propriétaires de Saveiro, les voiliers traditionnels de la baie de Tulesa. Ils assuraient autrefois le passage des habitants entre les îles ou transportaient les poteries, les fruits et les légumes vers le marché San Joaquim. Tous les autres bateaux sont à voile et à moteur. Seuls les Saveiro sont de vrais voiliers. Avec leurs grandes voiles, ils prennent le vent. Mais s'il n'y a pas de vent, alors ils n'avancent pas. Mon Saveiro est depuis longtemps dans la famille. Mon grand-père l'a donné à mon père et depuis qu'il est mort, c'est moi qui m'en occupe. Et quand je mourrai, je le laisserai à mon fils, s'il veut bien s'en occuper. Mon père m'a raconté qu'ici, autrefois, il y avait des milliers de voiliers. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 15. Tout est vraiment fini. Si on ne s'en occupe pas, cette tradition va disparaître. Le Saveiro file avec élégance, la voile gonflée par le vent et la proue tendue vers l'église de Bonfim. Sur la plage, une école de capoeira s'entraîne dans les lueurs du crépuscule. Héritage de la traite des esclaves africains, ce combat rituel accompagné de chants et rythmé par les tambours et le berimbo est devenu un art à part entière et un symbole de l'identité nationale. Nous avons quitté Salvador de Bahia et poursuivons notre route vers le nord en direction de Recife, la dernière escale de notre voyage.
Nous approchons de Recife, la capitale de l'État du Pernambuco. Située au nord du Brésil, donc plus proche de Lisbonne, les rivages du Pernambuco suscitent l'intérêt des colonisateurs portugais. Duarte Coelho, le premier gouverneur, fonde sa colonie à quelques kilomètres de Recife, à Olinda. Après l'exploitation des forêts de pau-brasil, il installe les premières plantations de canne à sucre. Au début du XVIIe siècle, les Hollandais s'emparent de la colonie, mais décident de construire un nouveau port et une nouvelle ville, l'actuel Recife, où l'Austral vient de se mettre à quai. C'est au rythme du frevo, une danse née à Recife, que nous faisons notre entrée dans la ville. C'est dimanche. L'immense plage de Boa Viagem est noire de monde. À quelques distances du rivage, les récifs qui ont donné son nom à la ville affleurent à peine à la surface de l'océan. Ils forment une barrière au-delà de laquelle il semble imprudent de s'aventurer. Sans avoir le prestige de Salvador ou la splendeur de Rio de Janeiro, la capitale de l'État du Pernambuco affiche aujourd'hui de nouvelles ambitions. Mettant en valeur son patrimoine architectural marqué par les influences portugaises et hollandaises, préservant ses traditions africaines, notamment son folklore musical, Recife est devenue l'une des villes les plus attachantes du Brésil. Recife se différencie de toutes les autres villes brésiliennes à cause de l'économie sucrière, des plantations de canne à sucre et de la présence d'un grand nombre d'exploitations dans la vallée du fleuve Rio Capibaribe. En même temps, Recife demeure une ville de pêcheurs. La ville s'ouvre progressivement au commerce et à d'autres peuples. Au cours du XVIIe siècle, elle est occupée par la Hollande. Les influences se multiplient. Après les Hollandais et les Juifs, la ville est à nouveau administrée par les Portugais. Au travers de son évolution et de son urbanisme, la ville exprime sa dimension cosmopolite. Un paysage plat, des fleuves abritant l'activité sucrière, des esclaves africains, des Juifs installés un peu partout dans le Sertão de l'État du Pernambuco. Au XIXe siècle, la ville accueille un grand nombre d'immigrants. Et au XXe siècle, elle devient l'une des plus grandes métropoles du Brésil. Tout en conservant son caractère historique et traditionnel, Recife est devenue une ville moderne, cosmopolite et ouverte. Pour comprendre l'histoire du Pernambuco, et plus largement de cette région du Brésil, il faut s'éloigner du bord de mer et s'enfoncer dans la campagne pour visiter un engenho de açúcar, une exploitation sucrière. À l'engenho Massangana, la presse, des bouts de métal rouillés ayant appartenu à la chaudière, les bâtiments transformés en musées, tous ces éléments sont réunis pour rappeler l'histoire de l'économie sucrière et donc de l'esclavage.
Cette plantation est une exploitation de taille moyenne. Elle faisait travailler environ une cinquantaine d'esclaves, répartis en esclaves domestiques, ceux qui s'occupaient des affaires de la maison, de la cuisine, du lavage et du repassage, et les esclaves de la plantation qui s'occupaient de couper la canne et de produire le sucre. Le travail de l'esclave dans l'exploitation était si dur que certains se suicidaient en se jetant dans les chaudrons où l'on faisait bouillir la canne à sucre. Les esclaves étaient acheminés depuis l'Afrique jusqu'au Brésil. La mer, pour eux, représentait un abîme entre leur pays d'origine, où ils avaient leur famille, leurs croyances et leurs terres. La mer incarnait la séparation entre leur terre natale et celle où ils étaient devenus esclaves. Fondée en 1535 par Duarte Coelho, Olinda a été la première capitale du Pernambuco. Elle possède le charme indéfinissable des villes coloniales sur lesquelles le temps semble avoir suspendu son vol. À la tombée du jour, on se promène dans les ruelles pavées bordées de maisons aux façades colorées et aux balcons de fer forgé. La ville mérite bien son nom. Olinda, eau superbe. Nous revenons à Recife pour vivre les derniers instants de ce voyage à la découverte du Brésil atlantique. À l'instant où l'Austral s'apprête à appareiller pour reprendre sa course vers l'embouchure de l'Amazone, le rythme du forró, la musique la plus populaire de tout le nord-est brésilien, monte dans le ciel. À Recife, comme dans toutes les villes que nous avons abordées au cours de ce voyage, la musique est inséparable de la nuit.
lá pra frente, o pagode vai ser bom. Todo mundo no casamento da Maria. Tem um sanfoneiro, o melhor da redondeza, pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. O som da bunda, castiga morena, vai ser de fazer pena, vai ser de fazer dó. A poeira levanta, apaga o candeeiro, eu quero sentir o cheiro do suor. A morena suadeira que vem lá do forró, a morena suadeira que vem lá do forró. E vamos lá pra frente, o pagode vai ser bom. Todo mundo no casamento da Maria. Tem um sanfoneiro, o melhor da redondeza, pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. E vamos lá pra frente, o pagode vai ser bom. Todo mundo no casamento da Maria. Tem um sanfoneiro, o melhor da redondeza, pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. O som do zabumba castiga a morena.